Bonjour, je m'appelle David Hardy. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hardy. Nous sommes les CEO de la Maison Hardy Nous avons repris la société familiale qui existe depuis 5 générations. et on vous explique tout au Cercle de Wallonie. Gaël, David, bonjour et Bonjour. bienvenue sur le Bonjour. plateau du Cercle de Wallonie. On est ravis de vous retrouver. C'est pas la première fois en fait que vous venez dans ce studio. Donc vous êtes les CEO de la Maison Hardy. Alors, tradition oblige dans les épisodes du Cercle de Wallonie, on va même pas encore parler de ce que vous faites exactement. On va plutôt vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous vous levez le matin. Gaël. Pourquoi je me lève le matin? Je suis maman de 3 magnifiques enfants et quand je vois la fierté qu'ils ont, parce qu'on partage beaucoup de choses, de voir tout ce qu'on réalise, c'est pour ça que je me lève le matin. Le côté familial est très important et on va en parler justement dans cet épisode, c'est un peu l'idée. Mais je laisse encore un petit peu de suspense. David, pourquoi tu te lèves le matin? Je rejoins beaucoup les mêmes caractéristiques de ma sœur, même si moi j'ai suivi un chemin parallèle. Moi, c'est plus vite aussi ce qui me fait lever le matin. Bien sûr, c'est ma famille, mes enfants, ma femme et ainsi de suite, mais c'est aussi l'envie d'innovation. Parce que c'est ce qui joue à l'heure actuelle dans notre société, c'est toujours innover. C'est ça qui me fait lever le matin, de me dire, allez, qu'est-ce qu'on va inventer aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois réaliser? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? C'est ça qui me fait lever le matin. Super. Alors c'est vrai que c'est intéressant, tu l'as dit et on aura la chance d'y revenir. Tu n'as pas tout de suite, toi, embrayé dans l'entreprise familiale, tu as un autre parcours avant cette histoire, tu vas nous l'expliquer. Avant toute chose, alors on l'a fait exprès, on n'en a pas trop dit dès le début, mais on va quand même en donner quelques mots maintenant. Bon, la Maison Hardy, concrètement, bon, vous faites quoi? On a commencé l'ADN de la Maison Hardy, en fait, c'est la garniture de fenêtres, donc tenture, store, etc. Et depuis 17 ans que je suis dans l'entreprise, on a apporté notre pierre à l'édifice, donc c'est-à-dire on a introduit la couleur, le papier peint, on a inventé des luminaires, sur mesure, et notre papa, depuis plus d'une vingtaine d'années, a fait de l'acoustique décoratif. Et c'est une entreprise qui a une très très belle histoire, vous l'avez dit en introduction, ça existe depuis 5 générations, c'est énorme, 1870 en fait, pour être plus précis. Alors, brièvement, c'est quoi l'histoire de la boîte? Mais l'origine de la boîte, c'était même pas la maison Hardy, c'était la maison Chaecus que ça s'appelait. Et c'était, puisque Verviers était une cité très pérenne et qui, grâce à la laine, eh ben, ils vendaient tous les tissus. Donc c'était à la base, la maison Chaecus vendait des tissus qui étaient à base de laine, bien sûr, et puis ça a évolué, bien sûr, et ils vendaient aussi tout ce qui était vison. Vison, décidément. Alors, mais toute une autre époque, les temps ont bien changé, bon, le marché s'est développé, la concurrence aussi. Comment on fait pour rester compétitif comme on l'était en 1870, aujourd'hui avec l'avènement de la grande distribution? Donc, nous, notre ADN, c'est vraiment la constance. Donc, on a toujours un service au client, toujours très précis. On accompagne le client. C'est très rare quand un client fait le tour du showroom. Les 3 quarts du temps, il rentre, il attend qu'on le serve. Parce que, on a 3000 échantillons de tissu, 300 catalogues de papier peint. Je vous laisse 2 minutes dans le showroom, vous ne savez plus où regarder. Donc, fatalement, nous, notre rôle, c'est de comprendre ce que vous aimez et de vous montrer les produits qui sont adaptés à votre personnalité, en fait. Nous, notre déco, c'est le reflet de votre personnalité, en fait. 3000 références, en tout cas 3000 sortes de tissus différents, c'est un véritable emporium. Alors on a tendance à dire, ah oui, qu'en Wallonie, les commerçants, l'artisanat, parce que c'est littéralement ça que vous faites aujourd'hui et vous allez nous en parler, ont tendance à peut-être perdre en vitesse. Et vous avez carrément un projet d'extension. Je l'ai vu dans les médias, donc ça se passe plutôt bien. C'est quoi le projet? Ah, c'est un fameux projet, en fait. On va recréer, en fait, une maison adaptée pour mes parents et moi. Alors, je vivrai au-dessus du magasin. Et alors, on va faire des énormes ateliers parce que fatalement, il y a tout qui est surdimensionné. Maintenant, mon frère va poser des tentures de 20 mètres, etc. Les longueurs de rails sont de 6 mètres, etc. Donc,
La maison est grande, mais voilà, on pousse un petit peu au chausse-pied pour le moment et alors on doit avoir plus de facilité et on est de plus en plus de collaborateurs, donc fatalement on doit un petit peu avoir tous notre place maintenant. Un très très beau développement, ça c'est clair. Et puis ça va laisser de la place à l'innovation. Parce que j'ai lu dans une dernière interview que David, tu disais, bah oui, on a bien été obligé d'innover pour pouvoir développer la maison, s'adapter aux coutumes d'aujourd'hui. C'était quoi l'innovation que vous avez amenée dans cette maison plus que centenaire maintenant? Nous, on est toujours à l'aube de l'innovation, puisque nous, on a repris maintenant il y a 2 ans. Donc, on doit encore vraiment, je dirais, même si ma sœur est déjà depuis 17 ans dans la société avec mes parents, où elle a déjà mis son empreinte, mais à l'heure actuelle, je sais qu'on ne peut pas rester sur des acquis. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est quelque chose où si on reste sur des acquis, à la fin, toute société qui n'évolue pas se perdra. Donc à l'heure actuelle, on essaye toujours de trouver une nouvelle méthode de travail, trouver des nouvelles technologies. Et ici, je parlais dans l'autre vidéo qu'il y avait le nouveau pli web là, hein, qui maintenant a déjà un pli de tenture qui a un effet vague, qui est quelque chose qu'on voit tout le temps maintenant. C'est quelque chose, on voit quasi plus les anciens plis. Vous voyez, c'est quelque chose, la tenture se tient d'une manière, elle est extraordinaire. Maintenant, on a appris chez nos fournisseurs qu'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient là-dedans pour encore plus innover. Et on est déjà en train de regarder après. Donc, vous voyez, on ne veut pas rester. On ne stagne jamais. On est vraiment à la recherche de produits, je veux dire, qui sont au service du client. Par exemple, on a un voilage qui absorbe 60% des sons, qui rejette 25% de la chaleur sur l'extérieur et qui paraît, de prime abord, un voilage conventionnel. Donc, avec le même produit, on résout beaucoup de problèmes. Et ici, on vient de rentrer un nouveau produit. Ce sont des Californiens, des bandes verticales qui sont acoustiques, en fait. Mais vraiment, 60 à 80% d'absorption. Donc maintenant, dans un cabinet dentaire, par exemple, on peut mettre simplement une garniture de fenêtre et c'est rectifié. Et on n'entend plus la torture. On doit toujours faire nos grands calculs savants, hein, mais voilà, avec déjà ce produit-là, on fait des nettes améliorations, en fait. Ce qu'on sent en tout cas quand on a l'occasion de discuter avec vous, c'est vraiment la passion du métier, la passion du produit aussi. On va parler un peu de votre histoire, de votre passé, de votre enfance. Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. C'était quoi grandir au milieu des tissus, des tentures? Comment est-ce que vous viviez votre vie d'enfant d'entrepreneur, d'enfant de commerçant? Est-ce que vous étiez directement, on va dire, mis à contribution dans le commerce des parents, ou est-ce que justement on vous tenait un petit peu à l'écart? Voilà. Comment ça s'est passé tout ça? On a des anecdotes sur cette enfance où il y en a? C'est un fameux terrain de jeu. En fait, mon quotidien quand je rentrais de l'école, parce que je ne supporte pas mettre des chaussures, donc je courais toujours à pieds nus, mais j'allais toujours dans la chambre de couture. Et on a eu des couturières qui ont fait 3 générations, en fait, hein, chez nous. Et elle disait toujours « Gaëlle, mets tes chaussures !» J'étais là « Non !» Et à l'époque, il y avait des racks de rouleaux sur une très grande hauteur et je montais toujours là-dedans. Donc, elle ne savait plus quoi faire de moi. J'étais la chipie de service. Okay. Et alors, elle me mettait toujours, parce qu'à l'époque, vous n'avez certainement pas connu ça, mais les embrasses qui tiennent les tentures, c'était des tresses. En fait, c'était des boudins et on faisait faire les tresses. Et mon frère, par exemple, faisait des boutons aussi, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de boutons avec le même tissu, hein, pour mettre dans les coussins, etc. Donc, notre quotidien, c'était soit de rouler les boutons, soit de faire des tresses, etc. Et puis, on a aussi des parents qui travaillaient tellement fort que, par exemple, à 5 ans, l'anecdote, ça c'est un peu moins marrant, mais bon, voilà, c'est que nos parents étaient au fond de leur lit avec 40 de fièvre, hein, la grosse grippe. Oui, mais on a 5 ans, on a 7 ans, on a faim. Donc, on s'est mis à faire à manger à nos parents. Là, ça amenait avec une espèce de spaghetti bolo. Voilà, c'est tout ce que j'aurais fait. Avec des pâtes un peu trop collées, mais bon, bref. Et puis, on s'est mis, en fait, à partir de cet âge-là, à leur faire à manger tous les jours. Donc, on a toujours été au front, on a toujours été solidaires pour nos parents, toujours aller aussi placer quand on pouvait le faire. Nos études pour les examens, c'était en train de monter les stores, en train d'étudier sur le côté. Voilà, on n'est pas malheureux, hein, on n'est pas, voilà, mais... C'est une autre époque. C'est une autre époque, mais ça nous a appris nos parents nous ont appris à toujours voir le verre à moitié plein, jamais à moitié vide.
Et quand on a la santé, quand on a un salaire qui rentre et qu'on a une belle famille, on ne peut pas demander beaucoup plus en fait. Donc voilà. Aussi l'anecdote de billes. Oui, mais ça, ouais, vas-y. Ben, dans ces fameux racks où on mettait les tissus, les rouleaux de tissu, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup plus de stock que maintenant, on s'amusait à mettre des billes dans les rouleaux. Vous voyez, Oui. on faisait des parcours de billes, et puis alors les couturiers les prenaient. Ouais, on a fait ce magasin, il a fait tout. Hein. Ça a été de la boîte de nuit aux salles de réception. La boîte de nuit, on organisait quoi? Des soirées entre On a copains fait ou quoi? nos anniversaires, par exemple, pour mes Ouais. 20 ans, j'ai fait une Les méga communions, fiesta, les une professions de communion. Et ici, pour l'anniversaire de mes parents, donc les 60 ans de ma maman, on a fait aussi une grosse fête, et c'était aussi leur anniversaire de mariage, je ne sais plus Oui, quel c'était chiffre. 60, 65 ans et 40 ans de Et mariage. et on a fait de nouveau, ben là, ça a été, on a fait une La soirée, fête. la fête dans le magasin. Heureusement Oui. qu'il y a de l'acoustique, hein. Je le dis. Donc vous voyez, et c'est ça qui est, on est fort attaché. Je crois qu'on est même plus attaché au magasin peut-être que mes parents pour certaines choses, Oui. parce qu'on a on a fait toute notre jeunesse. Parce qu'au tout début qu'ils avaient le magasin, parce qu'à la base le magasin de mon grand-père était au Spété, dans la rue Spété, qui était au centre-ville de Verviers, qui était une des rues les plus commerçantes. Si vous demandez aux vieux Verviétois, ils auront même quasi une larme à l'œil en pensant à cette rue-là, qui était un fleuron, qui n'est plus rien du tout maintenant. Ils ont tout rasé. Et mon père a fait ce magasin au-dessus, mais au tout début du magasin, nous on habitait dans une maison qui n'avait rien à voir avec le magasin. Et puis alors, parce qu'à la fête, courir entre les deux maisons, ça devenait plus gérable parce que c'était pas à côté. Ils ont revendu la maison et on a vécu au-dessus du magasin. Donc on a vraiment été bercé, je vais dire, dans cette maison. Donc on est à la limite beaucoup plus attaché à la maison parce qu'on a vécu toute notre enfance dedans. L'autre maison, on est resté quand on était vraiment très petit. Donc moi, je crois que j'en ai même plus de souvenirs que ma sœur de cette maison-là. Et puis après, ben, on était au-dessus des ateliers, combien de fois on ne descendait pas, et puis on arrivait dans l'atelier, on courait dans les pieds des filles qui cousaient. Et à l'époque, nos parents avaient, comment dire, dans le magasin, pendu, c'était que des grands tissus, tout était en grand, des grandes tentures. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, quand elle passait d'une tenture à l'autre, ben, il y a un moment, on voyait Gaël qui courait derrière, on voyait David, et ils étaient là, avec des gros yeux. Comme ça, et nous on faisait pardon. Alors, donc, vous l'avez dit, bercé par tout ça, a investi dès le plus jeune âge dans l'entreprise. Ça ne voulait pas forcément dire que vous étiez destiné à le reprendre, bien qu'on a l'impression que c'était un peu écrit. Est-ce que, au fond de vous-même, vous avez toujours su que vous alliez reprendre l'entreprise ou pas vraiment? Est-ce que c'est différent pour l'un, pour l'autre? Comment est-ce que, si on revient un petit peu en arrière, vous imaginiez tout ça? Non, moi, comment dire, j'aurais voulu être styliste, moi. Mais je n'ai pas eu la possibilité parce que c'était ma vie sentimentale qui ne me l'a pas permise. Et puis, je veux dire, notre grand-mère avait une maison de campagne et j'étais tout le temps dans les fleurs, etc. C'était vraiment magnifique. Et moi, en fait, j'ai été fleuriste pendant 3 ans, mais vraiment chez un fleuriste de renom. Et par contre, le seul bémol, c'est que je voulais être absolument maman, mais ça ne fonctionne pas. C'est un métier qui ne fonctionne pas pour ça. Et à l'époque, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont pilé pour que je vienne. Mais je voulais aussi avoir de l'expérience ailleurs. Donc c'est ça que je me suis engouffrée là-dedans en me disant, ben voilà, si j'aime et que je trouve un compromis, je continuerai fleuriste. Mais voilà, je suis revenue quand même aux sources, moi. Donc voilà. Et toi, David? Moi, ici, non. Je veux le dire, même mes parents, je pense qu'ils ne s'étaient pas mis vraiment comme objectif qu'on leur prenne. En tout cas, j'en ai jamais vraiment souvenir. Si, ils avaient quand même une espérance d'un côté. Mais mon père m'avait déjà dit plusieurs fois que c'était pas grave si je ne reprenais pas le commerce. Il me le disait honnêtement. Sympa. Ça ne met pas trop de pression. Non, ils voulaient. Mais de toute façon, ils nous ont toujours dit, vous devez faire vos dents ailleurs. Ça, c'était une condition à la limite sine qua non. Oui. Ils voulaient absolument qu'on fasse nos dents ailleurs parce que quand on travaille avec ses parents, ben, c'est difficile d'expliquer, de dire tu as eu tort, tu as mal travaillé, tu as fait une faute. Vous voyez, c'est très compliqué. Et aussi, on n'a qu'une version. Donc, on t'apprend un métier, mais tu n'as qu'une version.
elle est peut-être mauvaise, elle est peut-être bonne, il y a peut-être... et alors c'est ça qu'il voulait absolument, que de toute façon on travaille ailleurs. Et moi je m'étais pas mis, honnêtement, quand j'ai fini toutes mes études, je ne me voyais pas dans le magasin, honnêtement, parce que j'étais électricien automaticien de formation. Donc moi j'ai travaillé dans ce domaine-là, puis dans la technique chauffage pendant de longues années. Et c'est à force des années que je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, je pourrais peut-être bien un jour reprendre le commerce de mes parents, parce que je ne me voyais plus évoluer dans mon métier. Et moi j'adore évoluer dans un métier et rester sur des acquis, à la fin, ça devient monotone. Et puis un jour, il y a ma soeur qui m'a téléphoné, il y a de ça presque 3 ans maintenant, en me disant, parce que mon papa arrivait à la pension, et en plus il a des soucis de santé, donc il ne savait plus travailler correctement. Et puisque nous, le but c'est que les clients aient un très bon service, il le disait lui-même qu'il n'était plus capable. Et alors ils m'ont téléphoné, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre la boîte avec ta sœur? Et alors j'ai réfléchi, je n'ai pas dit oui de suite, j'ai d'abord discuté avec ma femme, enfin voilà, parce que c'est un fameux chamboulement. Mais vous voyez, donc il a voulu absolument, c'est ça que je peux remercier vraiment mes parents, c'est qu'ils nous ont obligés. Ils ne voulaient pas qu'on travaille avec eux au début. Ils voulaient absolument qu'on travaille ailleurs. Et mon père m'a toujours dit, je veux que tu travailles chez quelqu'un d'autre, comme ça tu te feras engueuler. Si tu as fait une connerie, tu te feras engueuler. Et on a eu des fameux engueuleurs. Ah oui, je peux vous dire que On avait des patrons sévères. on n'a pas eu les patrons les plus faciles du monde, mais ils nous ont appris énormément de choses. Ouais. Donc, et c'est ça qui est que je suis content, avec le recul, c'est qu'en soi, on a appris d'autres méthodes de travail, et en soi, c'est que positif, parce que, enfin voilà. Mais on va revenir justement sur le chapitre où votre histoire à tous les deux commence point de vue business, on va dire ça comme ça. Donc vous faites tous les deux vos armailleurs, donc comme vos parents le voulaient, et puis je pense que vous aussi, vous vouliez un peu voir autre chose. Donc Gaël, toi tu rentres dans l'entreprise familiale plus tôt que David, beaucoup plus tôt, c'est quoi beaucoup plus tôt? 10 ans de plus, 10-12 ans. Donc pendant 10 ans, avant que ton frère n'arrive. C'est un peu ça. C'est même plus, puisque j'avais 21 ans, j'en ai 37 maintenant. Et donc, toi, tu travailles donc dans l'entreprise familiale avec tes parents. Au départ, il n'est pas forcément question que ton frère ressurgisse. Non. Et puis un jour, il ressurgit. Alors, comment tout ça est arrivé? Comment tout ça se passe? Et puis, c'est quoi ta réaction quand il revient à bord et que finalement, vous devez prendre les décisions maintenant à deux, alors que toi, tu devais peut-être prendre les décisions à un moment donné seul. Comment on arrange tout ça? C'est quoi l'histoire? Mon frère, en fait, a repris le rôle de mon père. Et chez nous, ça a toujours fonctionné parce qu'on a chacun des rôles très distincts. On ne se marche jamais sur les pieds. Donc, fatalement, mon frère a repris, les rênes de mon papa. Mais on a toujours eu comme ligne de conduite entre mon papa, ma maman et moi, donc puisque David a remplacé papa, c'est que quand il y a une décision à prendre, on la prend à 3. Fatalement, c'est facile. S'il y en a un qui n'est pas d'accord et deux, enfin voilà. Ça, parce qu'il y en a que 2, c'est plus compliqué. Mais ici, David a repris exactement, s'est remis dans les pantoufles de papa, mais toujours avec l'idée d'innovation. Donc, parfois, voilà, moi, puisque je suis très artistique, très artiste, il doit aller me rechercher aussi un peu trop haut. Hein, et lui, par contre, il est parfois trop pragmatique que je lui dis on assouplit un peu les angles. Voilà, parce que la caractéristique de mon papa et de mon frère, c'est qu'ils vous disent toujours non. Et puis, ils font. Donc, puisqu'il a le même mécanisme, c'est pas trop compliqué pour moi de travailler avec lui. Donc, parce que je suis quand même passé du jour au lendemain. Sur une semaine de temps, je vais dire, j'ai terminé de travailler le vendredi. J'étais même de garde le samedi et le dimanche parce que je faisais tous les dépannages aussi dans le système de chauffage. Et j'avais même encore été, je me rappelle, dépanner le dimanche. Et puis le lundi, je commençais chez mes parents. Donc je suis passé. Mais en plus, quand il est arrivé, on avait une surcharge de travail. Ah oui, monumentale. On n'a rien eu le temps de lui expliquer, en fait. C'était... Vas-y, je t'ai envoyé par WhatsApp, parce que nous, c'est par WhatsApp, la fiche de conduite.
Et le nombre de fois, il a dû se mettre en vidéo pour dire bon, Gaga, explique-moi. Ben voilà, donc les moyens Je suis technologiques ont fait arrivé que. qu'on avait 3-4 gros chantiers Ah oui, des tout gros, hein, ouais. qui étaient en même temps, et j'avoue que c'était une fameuse toutouille. Mais voilà, on s'en est sorti. Ouais. Mais voilà, maintenant, à la limite, j'ai complètement zappé la vie d'avant. Je suis toujours en contact avec mes anciens collègues, mais à la limite, je ne serais même pas retourné là-dedans. Vous voyez, parce que j'aime bien ma structure de travail, c'est beaucoup plus souple, parce que ça, il faut le laisser, hein, parce que quand tu as une rigidité, parce que tu devais suivre la ligne de conduite, hein, et que maintenant, ben, c'est toi qui fais la ligne de conduite, ben, tu l'as fait à ton idée qui est bonne ou pas bonne, et alors si elle n'est pas bonne, ben, on doit la rediriger, et vice-versa, hein, parce qu'elle a ses idées, j'ai mes idées, on est deux têtes de mule, donc quelquefois, ben, ouais, on ne va pas le cacher, on est un peu nerveux, mais voilà, c'est pour retourner sur les bonnes bases, se dire, voilà, ça n'a pas été, ça n'a pas été, on a aussi hein, le coup de semonce des deux du dessus, donc de nos parents, et dire, ah non, ça va pas, les gars, vous devez absolument, non, je suis pas d'accord. Et puis, voilà, et aussi, quelquefois, on n'est pas d'accord avec eux, il ne faut pas croire. Parce qu'il y a quand même, on peut dire, le choc des générations. Oui, comment on gère ça? Parce que c'est vrai, allez, ils ont fait toute une carrière à leur sauce. Et puis maintenant, les enfants débarquent et ils veulent mettre maintenant à leur sauce. Comment on gère les différences de point de vue, le choc des générations, comme tu disais, David? Comment ça se passe, ça? Donc, on a le privilège, nous, que notre père, c'est un grand innovateur. Et lui, ça lui va très bien. Tant qu'il voit que le client est satisfait, qu'on a mis, nous, notre propre touche dans la situation et que lui, il est toujours très fier parce que, puisqu'il est un grand technicien, ben, mon frère a toujours besoin de ses conseils. Donc, il se sent valorisé, etc. Parce qu'il faut savoir en plus que mon papa, c'est la version mini de David. Hein. Donc, il est toujours hein, mon grand, hein, je t'apprends hein, encore les choses. Donc, c'est toujours très amusant, avec beaucoup d'humour. Et notre maman, par contre, elle a été élevée du côté germanophone, donc elle est clac, 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 clac. Et c'est elle qui aime bien nous remettre un peu, je veux dire qu'en point de vue logistique, on est un petit peu, ça peut arriver, voilà, puisque David n'a pas encore tous les mécanismes, qu'elle doit un petit peu recentrer, mais ça lui va très bien. Elle voit qu'on fait des choses de plus en plus complètes, etc. Et moi, je trouve que ça leur va bien quand même. Hein. Oui, Donc, je pense aussi. Ils sont très contents de beaucoup de choses. Donc, bon, comme ils disent, hein, il y a des choses qui sont moins contents, mais qu'on doit améliorer. Mais c'est normal, ils ont aussi toute cette longue expérience derrière eux que nous, on n'a pas réellement. Même si ma sœur est déjà depuis plus longtemps que moi dans la boîte, qu'elle a beaucoup plus de choses acquises, ce qui est tout à fait normal. Mais ils ont quand même 20 ou 30 ans de plus qu'elle en expérience. Donc, nous, on prend quand même l'acquis de nos parents. mais on les toujours, écoute, hein, hein, on toujours. les écoute. Ça, Voilà. on veut qu'ils soient contents, même si quelquefois on essaye de leur dire on veut innover. Mais maintenant, il faut que ça suive derrière aussi. Vous voyez, c'est toujours un match de rugby, hein, ce bazar-là. Voilà. Alors, on a parlé du choc des générations, mais au-delà d'être frères et sœurs, maintenant vous êtes associés. Et ça change tout, non? Comment est-ce qu'on fait pour gérer la vie d'associés, la combiner avec la vie frères et sœurs, et puis gérer un peu parfois les discordances de point de vue, on va dire ça comme ça, entre vous? J'ai compris que les rôles étaient très très bien définis, on ne se marche pas sur les pieds, mais enfin, quand on est associé, il y a quand même des décisions qui se prennent plutôt que entre associés, puisque maman et papa sont dans l'opérationnel de la boîte et de très bons conseils, mais maintenant c'est la vôtre. Comment ça se passe tout ça? Bah, ça a toujours été, comme on le dit, on doit être en adéquation toujours. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, si ça peut attendre, on le remet de côté et on le remet sur la table quand on est un peu plus calme. Donc voilà, mais c'est toujours, enfin je veux dire, du fait qu'on a toujours été bercé dans cette, je veux dire, dans cette entreprise, on a déjà un regard je veux dire, plus lointain de comment fonctionne l'entreprise. Et
Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de soucis Non, la seule chose, oui, on peut être en désaccord, on peut mordre un coup, hein, on peut le cacher. Voilà. On mord un coup, et puis après le lendemain, Voilà. on est à nouveau là, et hop, on en rediscute, hein, et puis voilà. Être tout le temps d'accord, ça n'ira pas non plus. Non. Je le pense honnêtement. On parle beaucoup d'associés, mais qui n'ont rien à voir avec des frères et sœurs. Il faut déjà à la base qu'on s'entende, hein, parce que si vous êtes frères et sœurs, ou même deux frères ou deux sœurs, et vous entendez déjà même pas à la base, ça ne sert à rien de faire quelque chose, hein, parce que ça n'ira jamais. Mais ici, depuis toujours, et j'étais même, d'après ma maman, parce que moi je ne me rappelle pas, très protecteur de ma sœur quand j'étais plus petit. Maintenant, ça Donc s'est quand, inversé. donc quand elle faisait une bêtise, eh ben, c'est moi qui la protégeais, c'est moi qui prenais. Hein, Maintenant, chou. c'est l'inverse. Hein. Et en soi, ben, on a tout, malgré qu'on ne travaillait pas dans le même domaine, qu'on était relativement loin, parce qu'elle elle habite tout près du magasin, moi j'habite beaucoup plus loin, j'habite dans les Hauts-de-Fagne. Mais voilà, on a toujours été en relation, on a toujours discuté de beaucoup de choses ensemble, on aime bien s'envoyer des blagues. Et on aime se retrouver, c'est ça l'histoire aussi. Malgré qu'on travaille ensemble, on est toujours content de faire une fête de famille. Du fait que moi j'ai 3 enfants, il a 2 enfants, c'est une fête perpétuelle. Ah, quand on met les Quand on est enfants ensemble, ensemble, oh là là. on fait la tambouille. Il joue aussi boum. dans le magasin. Oh, Ouf. en fait, ça c'est quelque chose c'est pour ça aussi qu'on est peut-être tellement attaché, je veux dire, à la maison, c'est qu'on voit nos enfants, ils ont le même sentiment que nous, de courir partout, de faire des cumulets, des roulades, de jouer à un jeu de société parce qu'on a un tapis très épais. Tous nos enfants sont toujours sur ce tapis. On a un écran géant. Soit mon fils regarde le foot, soit les filles colorient dessus. Enfin, Et ce fameux c'est la tapis fête. qu'on a mis, c'est un nouveau tapis de l'année passée. Et ce tapis-là, C'est comme de la fourrure, en fait. franchement, je vous le mets ici, vous dormez dessus. C'est Ah un oui. truc ultra doux. Et c'est le truc qui a hurlé de rire, mais c'est quand on fait un souper familial ou quoi, hein, pas quand ils viennent une heure, mais la première chose qu'il faut, Les chaussures. ils tirent les godasses, voilà, ils se hop, foutent dessus, et ils jouent dessus, et ils lisent des livres, ils jouent à des jeux. Voilà. Et on sait où ils sont, hein, t'as même pas besoin de regarder, tu descends, tu arrives. Et alors, c'est exactement la même chose que nous. Les kilomètres de rayonnage qu'on a, ils se planquent derrière. Et sur aux petites 4 heures, fatalement, on n'arrive plus à le trouver. Hein. Oh, Ça, oui, ça mourir de rire. Donc, Et alors, voilà. ils jouent à cache-cache, bon, ça, c'est toujours la grosse. Et toujours la même chose, j'ai mes enfants qui sont plus grands, c'est 13, 11 et 9. S'ils voient qu'on a des clients qui sont rentrés à 6 heures, ils ne vont pas manger tout de suite. Mais ce sont quand même nos enfants adorent manger comme nous. Ils vont chez le boucher, ils vont au Deleuze, ils commencent à faire à manger, etc. Nous, on n'a plus qu'à mettre nos pieds en dessous de la table. Donc, c'est vrai, je crois qu'on les a recriés. On sait quand ils font des gaufres. L'histoire se répète. Oui, et ils empifquinent le magasin de l'odeur des gaufres parce qu'ils adorent faire des gaufres. Donc, on a nos clients. Ça sent bon chez Voilà, donc alors ils descendent des gaufres pour nos clients. Non, mais niveau entente, oui, à revenir sur l'entente et les décisions qu'on peut avoir à deux. De toute façon, à l'heure actuelle, ma maman est toujours dans la société jusqu'à sa pension complète qui sera. Avec elle dans longtemps. Ouais, mais enfin, bon, à un moment, tu es Ouais. quand même obligé de te pensionner. Donc, je pense qu'elle a encore 3 ans à faire, si je calcule bien, 3 ou 4 ans. Et de toute façon, elle n'est pas dans l'optique d'arrêter. Peut-être diminuer, mais pas d'arrêter. Elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais on a toujours, puisque je reprends depuis maintenant plus de 2 ans, je veux de toute façon toujours que mes parents aient une certaine validation derrière de ce qu'on fait. Mais je pense vraiment dans 3-4 ans, quand ma maman va réellement décider à vraiment lever le pied, enfin on en discutera à ce moment-là. Oui, j'allais dire, tu penses vraiment qu'elle elle arrivera à lever le pied? On Non. voit, je vois quand même qu'elle a les années de métier derrière son dos. Ouais. Mais notre maman, c'est quelqu'un qui a les 2 doigts dans la prise perpétuelle. Ah oui, Mes parents, c'est l'eau et le feu, en fait. Mon papa, c'est de calmer la pierre. Madame toujours. 100 000 volts qu'on Et l'appelle. elle, c'est... Et elle, je me Voilà. rappelle, je ne sais plus, je me demande si c'est pas Christian qui l'avait appelée Madame 100 000 volts. Oui, c'est son meilleur ami. Et à l'heure actuelle, de toute façon, je vais dire, et je pense qu'à force du temps, ils vont commencer à de plus en plus nous lâcher De libre. toute façon, nous, c'est notre but aussi. Hein. Et moi, je veux qu'ils. Mais je pense, à l'heure actuelle, comme mon papa, honnêtement, à l'heure actuelle, va beaucoup mieux. Donc, Ouais.
Et c'est même de lui-même. Et j'ai avec toi. Hein. Vous voyez? Donc c'est ça qui me fait un peu sourire. Tu vois, quelquefois, je peux aller même tout seul placer. Et puis alors, non, non, je viens avec toi. Hein. Vous voyez? Donc, et ça me fait même plaisir. Ça me fait vraiment plaisir qu'il vienne travailler avec moi. Maintenant, je ne dis pas qu'il fait la même chose que quand c'était lui qui plaçait. Il me passe la machine, il dit « Ah, fais plutôt, mets-le là, mais ça… » Vous voyez? Donc c'est plus des conseils. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi, dans mon ancien métier, je travaillais tout seul. Hein. J'étais tout le temps tout seul. Donc, Mais ça, il s'est vite habitué. Mais voilà, à l'heure actuelle, les décisions, elles se prennent en communauté. On peut être honnêtement en désaccord, on se donnera un coup dessus, parce que voilà, quelquefois, c'est un peu piquant. Mais voilà. Et le lendemain, on démarre sur les bases et on en rediscute. Et on ne serait pas toujours être d'accord, ce serait pas marrant sinon. Oui, et puis tu sais que ta sœur a un caractère. Au moins, Voilà. qu'est-ce que je dois dire alors? Voilà. En tout cas, le passage de flambeau à votre génération est bien assuré. Et en tout cas, on voit on y voit très, très clair sur ce qui va se passer, sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous parlez déjà du prochain passage de flambeau? Vous avez tous les deux des enfants. Vous en avez déjà parlé entre vous. Vous imaginez quelque chose pour vos enfants? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, c'est vrai que ça, nous, on n'est pas inquiets, mais on sait qu'on doit en parler tout de suite parce que c'est leur génération qui va être problématique, en fait. Parce que si un veut reprendre et aucun des autres, ils vont devoir payer une part à chaque. Et ça, c'est pas possible. Commencer un commerce en mettant 1 million sur la table. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais il y a peu de gens qui y arriveraient. Donc ici, nous, on doit vraiment arriver à tout de suite. Enfin, on est déjà en train de consulter beaucoup de gens pour savoir comment est-ce qu'on pourra faire, parce que tous nos enfants sont, enfin, malgré que même le petit a 4 ans, on sent vraiment un attrait de tous nos enfants dans l'entreprise. Mes filles changent déjà les vitrines, mon fils va aider David à pendre, etc. Mais on sait que nous, on est dans une génération, nous, confortable, mais eux, c'est autre chose. Donc, on doit vraiment œuvrer pour ça. Moi, honnêtement, moi j'ai des enfants plus jeunes que les siens, donc je ne m'en pose pas encore trop la question, même si j'ai quand même une appréhension parce qu'à l'heure actuelle, je vois vraiment, parce que je suis affairé de technologie, que je pense qu'on est à l'aube d'un énorme bouleversement dans le monde de l'emploi. On a un gros sujet que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé aux élections, qui est l'intelligence artificielle. Et je pense, ici dernièrement, j'aime beaucoup lire le Trends, et j'avais même discuté avec le directeur des rédactions, je crois, qui était venu. Et j'avais discuté de ça avec lui. Le dernier article qu'ils ont fait dans le Trend sur l'intelligence artificielle, il est fameusement piquant. Mais il est lourd de vérité. Et moi, je me pose cette question-là à l'heure actuelle. On est en train de former des gens, à l'heure actuelle, qui vont se retrouver avec une formation obsolète. Peut-être dans 10 ans. C'est court, hein? On parle même dans cet article-là qu'à la limite, à la fin, les médecins, c'est pas qu'on n'en aura plus besoin, mais le diagnostic se fera par l'intelligence artificielle. Et que le médecin ne sera plus que là pour signer des ordonnances, vous imaginez? Comme par exemple, j'ai mon meilleur ami qui travaille qui est professeur d'université. Ben, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils en auront encore besoin d'eux? Vous imaginez qu'ils ont fait une recherche pour, je ne sais plus comment c'est dit exactement, pour mettre en image des molécules. Ils expliquent dans l'article que pour faire vraiment l'image d'une molécule recherchée, il faut 1 à 2 ans. Il en a fait 200 sur une journée. Vous voyez, donc à l'heure actuelle, et c'est ça, moi, la question que je me pose à l'heure actuelle. Je pense que les métiers techniques, comme moi j'ai été formé, parce qu'on a honnêtement trop dénigré les métiers techniques, et on se retrouve à l'heure actuelle à manquer de métiers techniques, de techniciens. On est vraiment en train de pleurer après, mais ça c'est la faute à beaucoup de choses. Parce qu'on disait à l'époque, moi je me rappelle quand je faisais mes études, on descend en technique. Les techniques étaient plus dures que des générales. Hein. Franchement, je peux vous donner les calculs que je faisais en électricité, ils n'étaient pas piqués des hannetons. Hein. Et j'en ai toujours cette image de Maréto de l'examen final d'électricité. C'était un calcul. Il y avait une question énommée la noix d'Ohm, et puis c'était un calcul. Et le prof il dit ben, vous avez 2 heures pour faire le calcul, et vous aurez au minimum entre 8 et 10 pages de calcul. Donc, tu te plantes d'une virgule, ben, tu as raté ton examen.
Et, et à l'heure actuelle, est-ce que je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, honnêtement, qui vont se lier à cette intelligence artificielle, parce qu'on ne va plus savoir s'en passer. Mais à l'heure actuelle, on l'utilise à mauvais escient. Vous voyez? Donc, et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. On a des étudiants, vous avez dû en entendre parler, des étudiants d'université, ils demandent à l'intelligence artificielle de faire la dissertation, et cloup! Et tu te retrouves avec 20 sur 20 parce qu'elle est extraordinaire. Mais ils n'ont rien appris. Vous voyez? Et c'est ça que moi, j'ai un peu peur pour mes enfants, parce que je ne sais pas. Moi, ma fille, elle va avoir 8 ans au mois d'août, elle va rentrer l'année prochaine en 3e primaire. Je ne sais pas comment va évoluer le monde. C'est ça qui m'inquiète, moi, à l'heure actuelle. Les enfants de ma sœur sont déjà plus âgés, surtout son aînée, ma filleule, qui a 13 ans, donc elle est déjà dans ses secondaires, et elle sait très bien vers où elle va aller. Mais moi, mes enfants, pour moi, je m'interroge. Mais dans un autre sens, nos parents nous ont appris en fait à être couteau suisse. Qu'est-ce que J'ai pas c'est de le dire, couteau ça. suisse? C'est qu'en fait, moi en tant que femme, je sais changer un joint d'un robinet, plafonner, enfin bref, visser, forer, tout ça. David, dans l'autre sens, il s'est repassé, mettre dans le lave-vaisselle. Ils nous ont dit, la vie, c'est être couteau suisse, c'est l'adaptation. Oui. Donc nous, on fait la même chose pour les nôtres. Mon fils, quand il me dit, tu sais me repasser le t-shirt? Ben, quand je le ferai repasser, je vais te montrer comment on fait. Voilà, alors il fait son boudin, mais il sait repasser son t-shirt maintenant. Donc, enfin voilà, on leur apprend à être très polyvalent, autonome. Mais on sait que nous, moi je suis fervente de ça, je sais que l'artisanat, l'intelligence artificielle, Il ne sera pas le peut-être faire, qu'un ça, jour c'est fera un sûr. robot qui, voilà. Mais le contact à la personne, ça c'est quelque chose qu'on ne changera jamais. Mais comme tu dis, je pense que alors, vos corps de métier, comme la médecine et comme les autres, s'adapteront aussi Oui, Voilà. aux je pense. évolutions. C'est l'occasion aussi, parce que David faisait référence à nos partenaires du Trends Tendance. Pour celles et ceux qui veulent retrouver l'article dont David parle, c'est un article qui est paru dans le magazine Trends Tendance au milieu du mois de mai 2024 avec le professeur Laurent Alexandre, qui a sorti un livre qui s'appelle Comment ChatGPT va nous rendre immortels, si je ne me trompe pas, Oui, c'est de ça. mémoire. Et donc, effectivement, il y a toutes ces réflexions qu'on vous invite à retrouver dans cet article. Et puis, ça pousse effectivement à la réflexion. Et je pense que c'était un peu l'objectif aussi de Laurent Alexandre, c'était un petit peu de secouer les esprits. Et je vois que ça a plutôt bien marché. Justement, parlons un peu de ces corps de métier. Il y en a énormément en fait autour de ce que vous faites, des corps de métier. Il y a des couturiers, des couturières, des placeurs. En fait, tout ça, vous êtes dans l'artisanat pur et dur. Vous êtes certainement une des dernières grandes maisons d'artisanat en Wallonie, et je pense que rien que pour ça, on peut être très fier d'avoir des entreprises comme la vôtre chez nous. Comment est-ce qu'on arrive à préserver l'artisanat en Wallonie, alors que la plupart des entreprises maintenant vont chercher l'artisanat ailleurs, quoi? Nous déjà, c'est avec nos collaborateurs. Donc en fait, comme je l'avais exprimé, on a eu 3 générations des couturières qui ont fait 3 générations chez nous. Et celles qui sont ici, ça fait quand même 14 ans qu'elles sont chez nous, donc apparemment on n'a pas l'air d'être des tortionnaires. Mais c'est dans le sens aussi où nos parents nous ont appris à, il y a un souci, on doit aller au front avec eux. Donc par exemple, nos couturières, s'il y a une inauguration, que le tissu est arrivé en retard, parce que ça peut arriver, voilà, on vient 1 heure plus tôt le matin, on va couper les tissus, on va leur demander ce qu'il faut faire pour pouvoir les aider. Donc ça, et c'est la même chose chez nos placeurs. Si je vois qu'ils vont être trop courts, du fait que j'ai toujours été sur chantier, je vais aller avec ma maman dispatcher aux bons endroits. On va commencer à faire ce qui est réalisable pour nous, en fait. Donc, du fait qu'ils voient et qu'ils ne sont jamais à la merci nous, on n'est pas avec la hache derrière, avance et arrange-toi. Nous, on est là avec eux au front. Donc ça c'est ce qui fait que nos collaborateurs travaillent extrêmement bien et travaillent toujours dans un climat normalement serein aussi. Et nous, dans notre esprit, c'est, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la constance. Moi, si quelqu'un rentre dans le magasin qui vient pour, dernièrement par exemple, on a fait le domaine des thermes à Awan, mais si David, il a quelqu'un qui rentre pour des brisures,
je vais les servir on va les servir exactement de la même façon. On va aider, par exemple, il a eu fini avec la petite dame pour son brise-vue. Elle avait du mal à descendre les escaliers. Mon frère l'a fait descendre. Il n'a pas dit, voilà, allez, merci, au revoir, je vais vite m'occuper des personnes qui essaient un plus gros chantier. Non, on est comme ça. On a cet ADN du service à la clientèle, en fait. Du personnel qui est là depuis 3 générations, c'est un véritable succès, hein, franchement, en termes d'employer branding, tu disais, oui, ils parlent tous en anglais, mais en termes d'employer branding, c'est quand même merveilleux. À un moment donné, j'imagine que ces gens prendront un jour leur pension. On arrive à recruter facilement ce genre de profil en Wallonie, des couturiers, des placeurs, Les comment on fait? couturières, ce qui se passe, c'est que les couturières, c'est un métier qui a été fort dénigré. C'est une vérité. C'est un métier qui a été complètement Mal dénigré. payé, Alors que quand on voit ce dénigré. qu'ils font chez vous, c'est quand même Mais merveilleux. ce qu'il y a, c'est que nous, on a une niche. Mhm. Ça, il faut le comprendre, parce que c'est ça qui est assez un peu amusant, parce qu'on a quand même encore des étudiantes, parce que honnêtement, je crois jamais eu des garçons. Dans ces sections-là, c'est très, très excessivement féminin, rare, oui. c'est très plus féminin. Dans les écoles, on leur apprend à faire des vêtements. Et quand elles arrivent chez nous, parce que les écoles nous demandent de venir chez nous, ben, on ne fait pas un vêtement. Nous. La couture d'un habit n'est pas la même d'une tenture et ainsi de suite. Et ce n'est pas les mêmes calculs, ce n'est pas la même façon de faire. Donc elles sont souvent complètement perdues. Elles arrivent, elles disent « Ah ben j'ai jamais fait ça ». Et alors soit ça colle, soit ça casse. Par exemple, l'année avant, on a eu une étudiante, elle n'a pas du tout collé, et c'est triste. Mais par contre, celle qu'on a eue cette année, elle a adoré. Et on lui a même dit, si tu veux faire même un job d'étudiant, tu peux venir. Et c'est ça. Quand on tombe sur des personnes, on peut appeler ça à la limite une perle. Quand tu tombes sur une personne comme ça, qui a envie de travailler? Parce qu'on en parle assez aussi de ça. Hein, maintenant, des jeunes qui sont moins envieux de travailler, on va dire, qui ont une autre façon de penser, on va dire. Mais qu'on voit qu'elle a envie d'apprendre, elle a envie de travailler, ben, à la limite, il faut attraper et la former. On a quand même cet aspect, enfin moi en tout cas dans ma tête, j'ai cet aspect de me dire, parce que la couturière actuelle, elle a plus ou moins mon âge, je crois Julia, elle a un an ou deux de plus que moi, donc on sait qu'elle est encore là au moins pour 20 ans, mais on sait qu'à un moment, ben, elle va partir et il faudra, et le savoir-faire de la maison Hardy, ben, c'est aussi les couturières d'avant qui ont appris aux autres. Ouais. Vous voyez? Et mon père, moi, ça me fait rire parce qu'il a un vieux grimoire de mon grand-père avec toutes les sortes de coutures et tout ça. Ah, il est antique. Hein, Il est antique. Et quelquefois, ben, il y a des gens, il y a des choses qui sont très spécifiques et c'est ça qui est bien. C'est que par exemple, on a des fenêtres en arc, des fenêtres en triangle et ainsi de suite. Et ben ça, des volutes à l'italienne. et etc. tout genre de choses, et ben, on sait les faire. Mais on va revoir nos copions. Hein, on doit quand On même aller voir doit aller les revoir les copions. copions, quoi. Hein. Voilà, donc, Voilà, donc, et je pense que si on veut perdurer, eh ben, on doit déjà maintenant regarder pour pouvoir perdurer, parce que de toute façon, on le voit de suite, hein, quand tout ce qui est vestimentaire, honnêtement, à part certains vêtements plus haut de gamme, tout vient de la Chine, hein, on ne va pas le cacher. Donc, et on voit de suite, les tentures, ben, si elles sont faites en industrie, ben, c'est déjà la plupart du temps standard. Donc, et les fenêtres ne sont pas standards. Et par exemple, ça m'a fait un peu plaisir, mais j'ai une ancienne institutrice de 6e primaire qui est venue au magasin. Et elle avait acheté, parce qu'elle n'avait pas envie de faire des gros frais, un store industriel qu'elle a acheté dans une grande enseigne, on va dire. Ben non, après, il était complètement décollé, il était tout déformé. Donc, mais ça, c'est de l'ordre du store qu'on appelle, nous, industriel. Mais il y a différentes qualités. Nous, les stores, ils sont fabriqués en Europe. C'est les marques qu'on a. Ils sont fabriqués, on a une marque qui s'est fabriquée en Italie, l'autre s'est fabriquée en Allemagne, l'autre aux Pays-Bas et même une en Belgique. Donc, et aussi, grâce à ça, il y a le service après-vente. Mais alors, tout ce qui est aspect tissu, ben ça, on veut que ça reste fabriqué chez nous. Oui, et ça, on le veut absolument. Parce qu'on a beaucoup de concurrence, c'est fabriqué ailleurs. c'est ça notre différence, nous. C'est que quand on vous pend la tenture, elle est à 1 centimètre du sol, elle est ajustée, elle est tip-top, quoi.
Alors que partout, on entend que l'artisanat prend plus de temps. En fait, si je dois la renvoyer à l'usine, à la fabrique, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Voilà, super. Moi, j'arrive tout doucement à la fin de notre conversation. C'était juste incroyable et je pense que je pourrais encore avoir des tonnes et des tonnes de questions. Moi, j'aurais bien voulu entendre un peu votre conseil, puisque ce que vous avez fait, c'est du reprenariat. Vous avez repris l'entreprise familiale. Au-delà du fait que ce soit familial, qu'est-ce que vous avez à envoyer comme message à celles et ceux qui, tiens, hésitent et rêvent de reprendre peut-être une entreprise, qu'elle soit familiale ou non? C'est quoi votre meilleur conseil par rapport à ces personnes-là qui se disent, tiens, je pense à reprendre une boîte, pourquoi pas? Moi, mon premier conseil, c'est que la personne avec qui on vit doit comprendre le mode de fonctionnement. Parce qu'au moment où on reprend une entreprise, en fait, on est dévoué à son entreprise, surtout quand on redémarre. Mais ce qui est le plus important, même si ça coûte cher au début, un très très bon comptable, un très très bon assureur. Et s'entourer vraiment de gens qui vont vous épauler dans tout ce qui est administratif, parce qu'on peut être le meilleur artisan du monde. Si vous ne suivez pas dans vos papiers, vous allez l'apprendre. Si vous ne payez pas l'ONSS à temps, la TVA à temps, le pécule de vacances, donc vos ouvriers ne seront pas contents, etc., vous allez dans le mur. Mais dans le mur. Et nous, notre conseil surtout, c'est, voilà, comme on vient de l'exprimer, si vos collaborateurs sont en difficulté, vous devez montrer que vous êtes sur le front avec eux. Ça, c'est ce qui est important. Leur montrer que vous savez les épauler, que vous êtes là pour eux, parce que c'est à vous à montrer l'exemple, en fait. Hein. Donc, voilà. Et alors, à ce moment-là, le climat va être bon. Vos ouvriers, comme les nôtres, s'ils voient qu'on a une inauguration, par exemple, elles vont rester 1 heure de plus, ou même 2 heures de plus, pour pouvoir finir. Elles ne vont pas dire non, il est 5h01, je m'en vais. Voilà. On a toujours eu là, cette flexibilité, mais ça va dans l'autre sens aussi. Hein. C'est de leur montrer aussi, j'ai un rendez-vous médical, etc. Il faut être aussi flexible pour ça. Donc ça doit être donnant-donnant, en fait. David, constat partagé. Et tiens, quand le destin t'appelle à la reprise, on saute dans le train, on saute pas, on réfléchit trop longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien de se poser 1000 questions. Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, ce qui n'est pas facile. Ouais. Parce qu'il faut quand même s'imaginer, vous avez une base, la base est stable, elle n'est même pas fissurée, parce qu'on a certains qui ont des bases fissurées. Et vous allez complètement changer de base. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est un travail de longue haleine. Mais c'est comme disait ma sœur, il faut bien s'entourer de tout ce qui est administratif. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et surtout, je pense, parce que moi, je suis très technique, c'est surtout s'entourer d'une très bonne équipe technique. Franchement, parce que, comme je le disais tantôt, on a trop dénigré ces métiers, comme des métiers sales, des métiers de bénet. Si tu as un savoir technique et un savoir-faire, tu auras toujours du travail. Et il faut aussi exiger de votre personnel une forme de politesse exemplaire. Hein. Oui, Bonjour, merci, au revoir. Et jamais du je m'en foutisme. On pose ces objets, ces coffres à outils, sans mettre une couverture en dessous, sans mettre une couverture sur les meubles qui pourraient être potentiellement... voilà. Nous, ça, c'est quelque chose, on cherche une forme d'intelligence chez nos collaborateurs, parce qu'il ne faut pas croire, que ce soit un placeur ou une couturière, il faut être extrêmement intelligent, et une forme de politesse aussi. Voilà, ça c'est... Si vous avez ça, vous êtes sur du caviar. Hein. Eh bien, je pense que c'est en tout cas une excellente conclusion de cet épisode. Je voulais vous remercier d'être venu jusqu'ici, parce que c'est pas tout près, mais enfin, la Wallonie est grande, mais grande dans tous les sens finalement. Merci d'avoir partagé avec nous aussi finalement cette histoire d'artisanat, cette histoire familiale. C'était passionnant. Donc nous, on va se retrouver pour un prochain épisode tout bientôt. N'oubliez pas de rester abonné au canal du Cercle de Wallonie pour être informé des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à visiter, à passer votre tête à la Maison Hardy pour découvrir justement ce savoir-faire qui existe encore ici en Wallonie et dont on peut être fier. Moi, j'ai plus qu'à vous remercier et puis on se revoit très vite au Cercle de Wallonie. Merci Gaëlle, merci David. Avec un grand plaisir.